Caroline Varey, qui est juste là. Bonjour Caroline. Bonjour. Elle est assistante sociale à l'hôpital Cochin depuis 2005, se spécialise dans la prise en charge des violences entre anciens ou actuels partenaires intimes. Ses travaux reconnus par le SFMU ont mené à l'instauration de protocoles de prise en charge et de formation continue. Elle est également référente pour les cas complexes. Je vous laisse la parole, chère Caroline. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler du rôle d'un service d'urgence dans la prise en charge et le dépistage des violences conjugales. Donc le service d'urgence, nous, on l'appelle SAU pour aller plus vite. Donc vous m'entendrez souvent dire SAU au lieu de service d'urgence. Donc le rôle d'un SAU, il faut savoir qu'une femme sur 3 va consulter aux urgences dans le cadre des violences conjugales. Pourquoi ? Parce que le SAU, en fait, il a une place privilégiée. Il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et il y a une certaine forme d'anonymat. Si vous consultez 2 fois dans la même semaine, il y a quand même peu de chances pour que vous tombiez sur le même médecin, la même infirmière, le même aide-soignant. Souvent, vous allez rencontrer des intervenants différents, ce qui fait que vous avez l'impression qu'on ne va pas faire de rapprochement avec ce qui vous est arrivé 2 jours avant. Les médecins urgentistes, les infirmières urgentistes et les aides-soignants qui travaillent au sein des urgences sont les premiers interlocuteurs de ces personnes victimes de violences et sont des acteurs privilégiés dans leur prise en charge. Donc effectivement, le SAU a un rôle clé dans le dépistage de ces violences et on a un rôle stratégique dans l'information et l'orientation des victimes. Quand j'ai commencé ma carrière en 2005, très vite, je me suis rendu compte qu'on n'était pas très bon dans la prise en charge des personnes victimes de violences conjugales. Et pour savoir à quel point on n'était pas bon, on a décidé de faire une étude, enfin plusieurs études que je vais vous présenter. Le but, c'était de savoir comment on pouvait s'améliorer tout en tenant compte des spécificités d'un service d'urgence, où comme vous le savez, les urgences, il faut que ça aille vite. C'est le mot d'ordre. Donc, aller vite et faire bien en même temps pour ces victimes. Donc, dans un premier temps, on a établi un état des lieux de la prise en charge des femmes victimes de violences conjugales au sein de notre service. L'objectif, c'était de déterminer une méthode de dépistage et de prise en charge des violences conjugales la plus performante possible et la plus adaptée à un service d'urgence. L'objectif pour les patients, c'était d'améliorer la prévention et le dépistage des violences, de définir un mode de dépistage adapté aux femmes victimes de violences conjugales et de déterminer l'intérêt et les limites d'un entretien systématique en face à face avec l'assistante sociale. On a choisi de s'intéresser dans notre étude aux femmes victimes de violences conjugales. On sait qu'il y a des hommes victimes de violences conjugales, que ce soit dans les couples hétérosexuels ou homosexuels, pour des raisons de faciliter l'étude. On a dû exclure certaines populations, donc nous, on a décidé de traiter les femmes, parce qu'effectivement, on sait que les femmes ont plus facilement recours à l'hôpital, donc on a décidé d'étudier cette population-là. Pour le service, les objectifs de notre étude, c'était d'améliorer nos pratiques professionnelles, de sélectionner et de mettre en place une procédure de dépistage, de valoriser un service d'urgence au sein des prises en charge de femmes victimes de violences conjugales, de valoriser le rôle du service social au sein d'un service d'urgence, et bien évidemment de proposer des solutions à des victimes qui sont souvent isolées et qui ne savent pas vers qui se tourner. Donc la méthodologie, on a fait une étude prospective monocentrique au sein de notre service d'urgence sur une période de 6 mois en 2 phases. La première phase, on a fait une étude rétrospective de ce qui se passait à l'heure actuelle avant qu'on décide de changer nos pratiques. Et dans une deuxième phase, on a fait un questionnaire anonyme qui était remis en box d'examen à toutes les femmes qui remplissaient les critères d'admission dont je vais vous parler tout à l'heure durant l'étude pendant 2 mois. Donc la première phase, elle a eu lieu sur 2 mois. Sur ces 2 mois, on a reçu le premier mois 12 femmes victimes de violences conjugales et le deuxième mois 18 femmes victimes de violences. La plupart du temps, on leur a proposé un entretien psychiatrique. On avait mis à la disposition des dépliants de numéros utiles. Alors nous, en France, c'est le
3919, j'ai un trou, le numéro du service social, le numéro du commissariat, ce genre de choses. Et après, je n'intervenais que sur signalement des médecins ou de l'équipe paramédicale. Donc le premier mois, sur les 12 personnes victimes, j'en ai vu 10. Sur le deuxième mois, sur les 18, j'en ai vu 15. Alors, elles m'ont été signalées, je suis allée à leur rencontre, c'est pas pour autant qu'elles ont accepté de me rencontrer. Donc le premier mois, en tout, j'ai réalisé 9 entretiens, et le deuxième mois, j'en ai réalisé 13. La deuxième phase, ça a été notre questionnaire. Donc l'intitulé du questionnaire, c'était « Un simple questionnaire anonyme peut-il aider au dépistage systématique ?» Donc les critères d'inclusion. On a inclus dans cette étude toutes les femmes âgées de 18 à 70 ans, en état physique et psychologique de répondre à un questionnaire, quel que soit le motif de consultation. On a donc exclu les urgences immédiates, les patientes en souffrance psychologique ou les patientes beaucoup trop douloureuses pour répondre à nos questions. Donc les critères d'exclusion, on a exclu les touristes, toutes les personnes qui ne maîtrisaient pas la langue française. Et comme je vous le disais, donc les touristes, c'est-à-dire les personnes qui ne résidaient pas en France de manière permanente. Donc là, je vous ai mis le questionnaire, je ne sais pas si vous le voyez bien. Donc, c'est un questionnaire qu'on a créé avec des médecins, des infirmiers, des aides-soignants et moi-même. Donc c'est en fait un questionnaire avec la violence subie au quotidien. Donc c'est la violence dans la rue, la violence au travail et la violence conjugale. Le but, c'était pas tout de suite de cibler la violence conjugale, on avait peur que ça fasse peur aux personnes concernées. Donc on a décidé de traiter de la violence subie par les femmes au quotidien. Donc c'était, avez-vous déjà été agressé par un inconnu dans la rue? Avez-vous déjà subi une agression sexuelle au travail? Ce genre de choses. C'était complètement anonyme. Et donc, à la fin de ce questionnaire, elles pouvaient, si elles le souhaitaient, laisser leurs coordonnées, si elles souhaitaient que je les recontacte. Et j'avais également accroché ma carte de visite dont elles pouvaient se saisir si elles souhaitaient prendre contact avec moi. En tout, sur donc 2 mois de temps, on a récupéré 998 questionnaires. Les questionnaires étaient remis du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. C'était pas remis la nuit, c'était pas remis le week-end, puisque si jamais une femme se déclarait victime de violences conjugales et voulait une action immédiate, l'objectif c'était pas de mettre l'équipe et cette personne en difficulté. Donc on voulait que l'assistante sociale, en l'occurrence moi, soit présente si cette femme demandait de l'aide au moment du remplissage du questionnaire. Sur ces 998 questionnaires, 603 femmes ont relaté avoir vécu un événement de violence au cours de leur vie, donc toute violence confondue, c'est-à-dire violence dans la rue, violence au travail et violence dans le couple. Sur ces 603 femmes, 51% nous ont déclaré avoir subi une agression par leur partenaire. Toutes avaient subi une agression physique, 17% d'entre elles une agression sexuelle, et 78% se sont dites victimes de harcèlement et 3% de privation de liberté. Toujours sur ce questionnaire, on demandait s'il y avait eu des dépôts de plainte. 47 femmes ont reconnu avoir déposé plainte, 93 ont déclaré avoir déposé une main courante, et 50% des femmes reconnaissant avoir été victimes de violences conjugales ont déclaré qu'elles avaient déjà consulté dans un service d'urgence pour un motif de violence conjugale. En tout, 527 cartes avec les coordonnées du service social ont été récupérées. Sur ces cartes récupérées, j'ai reçu 72% d'appels qui étaient en rapport avec des problématiques de violence conjugale. Il y a d'autres personnes qui m'ont contacté, mais ça n'avait strictement rien à voir. C'était pour des aides à domicile, pour une question sur une assurance. Ça n'avait rien à voir avec les violences. 68 femmes ont laissé leurs coordonnées. Je les ai toutes rappelées. Et il s'avère que 90% d'entre elles m'avaient laissé leurs coordonnées pour des problématiques liées à la violence conjugale. Lors de l'étude, donc sur ces 2 mois, on a étudié aussi au cas par cas toutes les patientes qui étaient venues consulter, donc de 8h30 à 16h30. Il s'est avéré que pendant cette même période où on a récupéré les questionnaires, seulement 8 femmes
sont venus consulter en disant « je viens parce que j'ai été victime de violences conjugales ». Alors que durant cette même période, en pratique, 305 femmes se sont déclarées avoir été ou être victimes de violences conjugales au moment de leur passage dans nos locaux. 86% d'entre elles ont pu être prises en charge grâce au questionnaire de dépistage. On n'aurait jamais réussi à les prendre en charge si on n'avait pas mis ce questionnaire en place à ce moment-là. À partir de là, on a décidé de mettre en place un protocole. Donc, aux urgences, quand vous arrivez, vous avez un premier accueil où vous êtes censé montrer vos papiers administratifs, pièces d'identité, carte vitale. Vous vous inscrivez. Là, on ne vous demande pas pourquoi vous venez. Et après, vous êtes vu dans une salle à part, ce qu'on appelle en IOA. Donc, c'est l'infirmier d'orientation et d'accueil qui, là, va faire un tri sur l'urgence de la situation. Donc là, c'est un box à part où vous êtes seul avec l'infirmier. Si la personne se déclare à ce moment-là victime de violences conjugales, on a décidé de l'installer tout de suite en box, même si son degré de santé ne nécessitait pas forcément une prise en charge immédiate. Elle est très rapidement vue par un médecin, elle va à la radio si nécessaire. On s'occupe des traitements, des ordonnances, plus ou moins une orientation spécialiste, les orthopédistes, ce genre de choses s'il y a besoin. Les médecins s'assurent que les enfants ne sont pas victimes de violences conjugales. Alors, ils sont forcément victimes puisque témoins, mais la question que les médecins posent, c'est est-ce que les enfants reçoivent des coups ? La personne se voit remettre un certificat descriptif initial après la consultation. Les médecins fournissent des explications sur la nécessité du dépôt de plainte ou de la main courante. Il est proposé à la victime systématiquement de rencontrer notre équipe de psychiatrie et la victime est systématiquement signalée. Alors, si c'est pendant mes heures de présence, je vais la voir immédiatement. Si c'est le soir, la nuit ou le week-end, les médecins prennent l'identité de la patiente, ses coordonnées et l'informent qu'au vu de notre protocole, elle sera recontactée par l'assistante sociale dès le retour de l'assistante sociale, donc le lundi ou le mardi. On a pris la décision aussi de consigner, donc nous c'est des dossiers informatiques, on a pris la décision de consigner toutes ces étapes dans notre dossier informatique. Pour que si jamais la patiente souhaite un jour accéder à son dossier dans l'objectif de déposer plainte, toutes nos actions soient tracées et puissent lui permettre plus facilement de déclencher ces démarches juridiques. En cas de violence suspectée, donc quand les femmes ne reconnaissent pas être victimes de violences, mais lorsqu'il y a un fort soupçon de la part des médecins, on a fait des formations pour savoir analyser le comportement de la patiente, analyser les circonstances de la consultation, penser à regarder les dossiers antérieurs, les antécédents de la personne, l'inadéquation entre l'interrogatoire et les symptômes, et tout autre élément semblant suspect. Par exemple, une femme... Je pensais à une femme la semaine dernière qui était arrivée pour un éclatement de la rate et qui a dit qu'elle était tombée d'un trottoir. Bon, c'est pas très logique. Donc du coup, on a poussé les médecins ont poussé l'interrogatoire et effectivement, il s'est avéré que c'était une personne victime de violence. L'intérêt de ce protocole, ça a permis une nette augmentation du nombre des patientes dépistées et signalées au service social. Une amélioration de la qualité de la prise en charge des violences conjugales par une information au personnel des urgences. Moi, j'ai la chance de travailler dans un service où, qu'on soit médecin, infirmier, aide-soignant, assistant social, on est tous au même niveau. Il n'y a pas de cloisonnement entre les professions, ce qui fait qu'il y a toujours un échange permanent avec tous les professionnels. Et ça permet justement de faciliter ce genre de prise en charge. Donc ça nous a également permis d'introduire une thématique d'évaluation de nos pratiques professionnelles, puisque tous les 6 mois, on s'auto-évalue. Nouvelle et transversale, pluridisciplinaire, et intégrant l'équipe sociale. On a par la suite fait une étude sur les suicides forcés grâce à Psytel et Natacha Henry. Donc, on a eu une formation organisée par Natacha qui a fait une sensibilisation aussi auprès de l'équipe. Et puis après, on a fait une mise en pratique.
de ce qu'on avait appris. Et effectivement, il s'est avéré que on recevait des femmes qui avaient recours au suicide forcé pour pouvoir quitter leur domicile ou s'échapper de la situation. Et c'est vrai que c'était quelque chose qu'on n'avait pas du tout anticipé ou envisagé. On n'avait pas cette notion-là. On n'était pas mauvais sur les dépistages des femmes présentant des symptômes ou semblant présenter des symptômes. Les suicides forcés, on n'avait pas cette notion-là, donc on l'a intégré maintenant. Ce qu'il faut retenir et ce que l'intégralité de notre équipe a décidé de retenir, c'est qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de poser la question. À partir du moment où on a un doute, on s'est dit qu'il fallait mieux poser la question que de passer à côté d'une situation complexe pour la personne. Donc maintenant, tous les personnels, je vous dis médecins, infirmiers, aides-soignants, s'il y a quelque chose qui les interpelle, ils n'hésiteront pas à poser la question. Alors, il y a une manière de poser la question, bien évidemment, mais l'objectif, c'est d'ouvrir le dialogue et d'instaurer un climat de confiance avec la personne. Si la violence est avérée et reconnue par la victime, l'ensemble de l'équipe est averti pour que le dispositif se mette en place. Alors, donc, dans un service d'urgence, il faut aller vite. Et là, on s'est tous mis d'accord pour dire que dans ce genre de situation, on allait prendre le temps, même si c'est pas l'idéal, dans un service d'urgence et qu'on n'a pas forcément le personnel nécessaire ou les locaux adaptés. Chacun prend le temps pour parler avec ces femmes. Encore une fois, qu'on soit aide-soignant, infirmier, le personnel disponible à ce moment-là va prendre le temps de se détacher des soins pour aller instaurer un climat de confiance. Alors, en France, c'est quand même une mission de service public de détecter et de prendre en charge les femmes victimes de violences conjugales. Donc ça, c'est important de le rappeler. Et encore une fois, les urgences ont un rôle primordial dans cette prise en charge, puisqu'il est plus facile de se confier à un médecin urgentiste qu'à son médecin traitant qu'on voit régulièrement, qui suit nos enfants, qui suit peut-être notre mari, notre voisine, alors qu'un urgentiste, on va le voir une fois dans sa vie, on le reverra probablement jamais. Donc c'est plus facile de lâcher l'information à ce moment-là que, encore une fois, chez un spécialiste qu'on va voir régulièrement. Voilà.